Mais on va manger à la salle à manger. Mais c'est pas le croire, je suis sûre. Parce que c'est la salle à manger, non, c'est la manger à manger. Quand même. Oui, quand même. Va dire à Yves, viens ici, il dit à Yves que tu ne peux pas venir à la salle à manger, ça, tu vas prendre une On a mangé l'an dernier avec la veille. T'as mangé ici? Là-haut. Ah. La veille, on mange là. Et La veille, on mange là. quand vous êtes que tous les deux? Oui. Oh oui. Tous les trois, il y a mon gars, moi, qui il est en Bretagne. Ah ouais? Il est chez lui. Moi, je suis du Morbihan, d'en bas. Je suis du sud. La Bretagne, c'est... Ça ressemble beaucoup à l'Ariège, hein. On a la même verdure, crachin breton. Et il pleut beaucoup aussi. On a le granit, on a l'ardoise et les têtes de pioche. Pareil. Le camelback rempli de vin, moi je trouve que ça le fait, Laurence. Moi j'aime bien quand les messagières qui sont derrière moi, qui souffrent en silence, qui sont toujours de bonne humeur, comme aux hommes. Alors on avait les éleveurs, donc on était sous haute garde, bonne garde, surveillance. Ils étaient contre la barrière, ils nous regardaient faire. En fait, on a ramassé un troupeau, le plus gros des troupeaux qu'il y a, pour trier les brebis. Ramasser celles qui étaient prêtes et soigner celles qui étaient... Il y en avait d'asticot, il n'y avait que l'une alors des asticots. Et en plus, je suis contente parce que c'est une qu'on avait vue la semaine d'avant et qu'on n'avait pas revue, que Yves n'avait pas pu revoir la semaine dernière. Et donc elle a été trouvée, elle a été soignée, donc rien de catastrophique. Et comme dans la lancée, on s'est dit qu'on pouvait faire 2 troupeaux la même journée, on est allé faire un deuxième troupeau en fin d'après-midi. Pas en pleine chaleur, mais on est monté en pleine chaleur. Et après on a soigné. On est content parce qu'on a trouvé pratiquement tous les brebis de l'autre éleveur aussi, ce qui fait que... Voilà, c'est une journée bien remplie. De 13 heures de marche. Enfin, moins 1 heure. Moins 1 heure. 12 heures de marche, 1 heure de sieste. On a bien mérité l'heure de sieste, hein, parce qu'on avait bien craqué le pied. Et demain c'est des brebis, on dira plus sauvages, moins gardées. Et plus difficiles à regrouper, à capter. Et ouais, c'est différent. Si on se lève de très bonne heure et que vraiment on arrive au-dessus du lampao, juste au lever du jour, hein, enfin qu'on parte au lever du jour, elles sont tardives maintenant, on est fin août, elles sont tardives le matin, elles sont un peu plus feignantes, mais c'est à nous de ne pas l'être. Et à ce moment-là, on les aura presque toutes sans gros efforts. Après, le plus dur, c'est de les amener jusqu'ici, sans qu'elles se séparent, sans... Il y en a une, c'est sa spécialité, enfin un groupe, celle de Gérard, c'est sa spécialité. On envoie les chiens et puis elles se séparent en 2. Voilà. Et puis après en 2. Ça fait multiplier, on dirait un feu d'artifice. Tu commences comme ça et tu finis dans la... Voilà. Tu fais le lampao tu vas les ramasser là, tu repars en courant sur la pale longue, tu le récupères, et tu repars en courant chercher un groupe là-bas et tu repars en courant tout ça jusqu'en bas. Et quand tu arrives en bas, tu te rends compte qu'il y avait un autre groupe qui t'avait baisé la gueule et qui est remonté là-bas. Alors, comme tu es très con, tu retournes et tu vas les chercher. Elles sont vraiment pénibles, celles-là. On commencerait tôt et on finit au parc à 3h30 de l'après-midi. Parce qu'après, il faut les soigner. Et tout. Ça vient du mode d'élevage de la brebis quand elle est en bas. Une brebis qui est gardée, qui a un éleveur qui garde, qui a moins de parc ou qui garde, a un comportement beaucoup plus social. Elle va venir, elle va suivre, elle va même venir prendre le pull, pincer les fesses, voilà, c'est plus qu'elle a. Une brebis qui est en parc, qu'on sort en parc et qu'on rentre simplement avec un coup de chien, c'est une brebis qui n'a pas beaucoup de contact avec son éleveur. Et il ne se fait pas de lien quoi, avec l'être humain. Et c'est des brebis qui vont taper du pied, qui vont moucher, qui vont partir sur des endroits chiants pour aller les chercher. Moi, toutes, sauf celles-là, sont relativement gardées. Et elle peut le dire, quand on était la semaine dernière, on est allé chercher les pentanes. Les pentanes descendaient après Estiware. Et un coup de gueule, c'est tout. Hein. Il y en avait 158 qui étaient en bas. J'ai gueulé, j'ai une voix particulière peut-être, un peu, ce qui explique pourquoi le soir il y en a moins. Je gueule.
et brrr, elles se disputent en lave-là, et en mer remonte. Elles sont marrantes. Hein. Et ça fait gagner le fait d'avoir... Avec elles, par contre, il y en a une noire, des pintades là. Il y a une noire, il y a un peu de la tête blanche là. Celle-là, c'est dès qu'elle m'entend, c'est tout à l'envers et à fond. Si elles vont à l'avion, si je peux, elles arrivent au gouffre là. J'arrive en haut, je pousse ma gueulante, toutes les autres, elles vont repartir par la passade. Et celle-là avec ses copines, à celle qui arrivera le plus vite en bas. Et bien, des fois c'est pas elle, des fois c'est moi, parce que je contourne. Parce qu'elle s'arrête pour vérifier. Elle est où? Et moi je suis toujours en train de courir. Et j'arrive avant elle, et je fais, et alors? Et merde! Et on repart dans l'autre sens. Là, il y a un jeu, effectivement. Là, il y a un jeu. Un jeu, oh, et je me regarde autant, hein. Je suis morte après, mais bon, je comprends. Yves, quand il est là-haut, il sort la pochette de la poche, enfin sa petite pochette de tabac de sa poche avant de chemise. Puis il a puis il les appelle, tu sais, puis il les voit qui arrivent là, toutes des crêtes, elles viennent. Oh, c'est génial. Moi, je peux toujours essayer là. Une matate à main. Ouais. C'est pour ça que les miennes, il n'aime pas. Et tu leur montres le sel, elles courent encore plus vite dans l'autre sens. Comment on fait ça? Je les mène pas au sel, je les mène aux caresses. Les miennes, j'ai patouille jusqu'à 3h du matin. Bon, il n'y a rien d'autre à foutre. Donc, je suis avec elle. Là, on est dans la cabane des Spus, qui est la plus belle cabane de toute l'Ariège. Voir des Pyrénées, peut-être. On a eu une stagiaire l'année dernière, qui s'appelle Laurie, qui est un petit bout de bonne femme que j'ai adoré. Mais comme j'ai eu quelques différends avec l'école des pâtres, donc pas de stagiaire. On a fait 2 mois. Et il y a 15 jours, je montais avec les enfants. Le mien et les copains et ma nièce et tout qui venaient profiter un petit peu de la montagne. On arrive à la cabane d'Eliette, moi avec mon sac d'éléphant derrière, qui n'arrivait même pas à rentrer à la cabane d'Eliette avec. Et là, une jeune fille mignonne, souriante et polie. Il n'y en a pas beaucoup, en vrai, des polis, ils font la gueule. Et donc j'ai dit, bah, rentrez, on fait que poser les sacs, on fait une pause. Et puis je voyais qu'elle avait quand même très envie de parler, donc on a discuté un moment. Et elle me disait, moi j'aimerais bien être bergère, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui pourrait me garder en stage, que je sache si oui ou non je suis faite pour, avant de prendre 20 mois pour quelque chose où elle ne sera pas faite. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent comme comportement. J'ai dit, tu fais quoi là? Bah le GR10, t'es obligé là? Bah non. Bah tu montes? Bah oui. Et voilà. Et on l'a toujours avec nous. C'est la 3e semaine. Alors, je l'ai fait flipper un peu parce que je lui ai dit, bon, lundi, tu auras mon maître et... Donc elle attendait que Yves arrive lundi. J'ai appelé Yves dans la semaine, j'ai eu Yves, ils étaient steward. J'ai dit alors, impeccable. T'as des jambes, comme ça. Elle monte partout. Ah bah, au bout de 3 semaines, je suis certaine que je vais aller m'inscrire à l'école. Et comme je discute avec Laurence et que je pose mes questions, etc., bah, j'affine peu à peu le projet, quoi. Donc on verra à la fin de l'école comment. Enfin, je vais laisser passer un peu de temps, trouver une estive, etc. Et puis laisser un peu passer de temps et puis éventuellement me lancer en agriculture. Voilà, ça serait bien. Ouais, éleveur berger. Une deuxième éleveuse bergère. Ouais. Et là, ce ne sera pas une bretonne, ce sera une normande. Je veux pas presser, mais je suis crevée. Oui, ben moi aussi, et je vais aller me doucher parce qu'il n'y a que moi qui ne suis pas propre. On le sent jusqu'ici. Merci ma chérie, je t'adore. Finalement, je ne suis pas sûre que tu fasses une autre semaine. C'est pas grave, c'est pas toi, c'est Yves. Ah oui, c'est vrai, merde. Tadadadam, tadam. 5h30, partira 6h10. Non, 6h30. 6h30 6h30, c'est sûr. Le coupera à la maison. Allez.
Il a l'œil, mon maître. Il s'est mis le bout de mon nez. Moi, des fois, je sais pas où est le bout de mon nez, mais lui, c'est. Il me dit de venir, je viens. Ça serait bien que les tiennes restent par là. Il me dit, tu devrais te laisser aller en contrebas. J'ai attrapé tout à la main. Je me suis acheté un rastol quand je me suis installée. Un petit du rastol qui était dans le tiroir dans la bergerie. Je n'avais jamais bougé de là. J'ai attrapé tout, mais c'est les miennes, je les attrape à la main. Elles sont tellement habituées à ce que je sois avec elles et tout. Une, je l'attrape. Voilà. Donc, je voyais pas l'utilité d'aller leur faire mal avec un rastol. Mais ça leur fait pas mal. Bon, il y a un bout de fer comme ça ne doit pas faire du bien non plus. Hein. Et bon, ils rigolaient. Aïe! Ouais, déjà. Pêcheur avec ses truites, elles vont se barrer, tu vas voir. Faut qu'elles arrivent. Si elles sont à Arcousin, elles vont arriver là. Parce que cet après-midi, on sera là. Hein. C'est clair. Et on a le droit de jouer le matin? Et alors? Couché, là. Non mais. Ça lui a fait du bien la drisière. Et la drisière? Ah ouais, ça. Ah, allez au pied, on y va. Bon, on pourra peut-être arriver à les choper, regarde, elles sont assez bien. Non mais j'ai vu 3 ou 4 qui repartaient dans la palme. À mon avis, quand elle remonte, elle doit prendre le vent. Là.
que c'est moi. Et Fifi, vous allez attendre Mamounette. Et Fifi, vous n'allez pas me faire le coup. J'arrive, oh. Pas confondre vitesse et précipitation. Hein. Je pense qu'il y a même celle qui monte et qui descend. Ah. C'est bien. Miaou. 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 Ah, elle a retrouvé l'agneau. La noire de derrière. Ouais. Ça, elle n'avait pas l'agneau l'autre jour. Ah oui, d'accord. Il y a deux là, deux petits agneaux, non? Non, c'est une agnelle, mais le petit agneau noir là, oui. il est crevette. À peu près 115. Et il y en a combien dans ce groupe? Et je bois exactement. Bon, en vrai. Il doit manquer pas beaucoup. 150. Elles sont non, elles sont de l'autre côté. T'en as combien en tout? À garder 2120. Ouais. 7 quartiers, 7 groupes. 9 éleveurs en tout, et 7 jours dans la semaine et 2000 hectares à couvrir. Voilà. Avec Yves Souk sur la montagne depuis 50 ans. Et une belle cabane. Allez! Regarde, tu vois, elle arrive là. Et c'est dans l'autre sens, Marcel! Mais qu'est-ce que c'est con ce détail? Dans l'autre sens! C'est là-bas qu'on habite. Le sel, il est là-bas. Non? Bah si. Ah, ça y est, ça bouge un peu. Ouais, mais si elles font comme je te disais l'autre jour, elles basculent sur la droite, c'est mort. Hein. Elles vont aller là-bas. Hein. Dana! Dana! Dana, regarde. À droite. Dana! Viens ici. Droite. Dana! T'arriveras pas à passer là, Andouille. À droite. Non, Dana! Tourne, Dana. À droite. Dana! À droite. Dana, bordel de mer! Dana, à droite. Non, Dana! À droite. Passe à droite. Dana, derrière à droite. À droite. Derrière à droite. Monte, monte. 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 Passe derrière à droite. Monte à droite. Là, monte là. Passe devant toi. À droite. Dana! Monte là à droite. Non, Dana. À droite, monte. Voilà. À droite, monte. On va juste leur donner du pied pour la sauter derrière. Avec un peu de bon effort. Dana! 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 Monte à droite. À droite. Non. Dana. Derrière à droite. Monte. Derrière à droite. Hé, Lola, viens ici. Lola, viens au pied. Lola, viens au pied. Mais tu vois, tu sais lesquelles c'est ça? C'est celle du pomme brunette que Chevillon m'a appelé l'autre jour. C'est pour ça qu'elles sont là. Bon, est-ce qu'on s'en occupe ou pas? 9. C'est celle-là, c'est les 12 du pomme brunette. Non, mais c'est bon, là. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune qui boite. Hein. Tout le monde mange avec bon appétit. De toute façon, on y reviendra la semaine prochaine avec Yves.
On a largement le temps de s'en occuper. Oui. Toi, il y a des temps de Cruzus. De Cruzus. C'est drôle. Ouais, c'est galère. Mia! Il a un noir. Si elle a un noir, je veux toujours gueuler. Mais ils sont quand même posés là et un caractère de cochon en plus. C'est là qu'ils nous emmerdaient quand on les a ramenés du Valier. Ah oui, qui voulait noire. toujours filer. Ils voulaient toujours filer en bas, en bas, en bas. Elle est en haut alors les bois. Par contre, elle risque d'être. À gauche. Stop. Stop. Pied au pied. Pied au pied. Bien, c'est bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis aussi Florine de l'autre côté. Parce que je vais voir Florine avec la chienne. Et sinon elle te repart à fond la caisse. Bien, ok, bien. Celle-là on les reprendra après. On de côté en état. C'est une obligation. Tous les jours, on doit remplir ce qu'on fait. Ensuite, le cahier des STIF part à la DDA. Et ça permet de savoir si les brebis sont réellement bien mises. Parce qu'il y a des secteurs où on se doit de mettre les brebis en fonction des saisons, parce qu'il y a eu une étude de l'herbe et de la qualité de l'herbe, et en fonction des secteurs, il y a des secteurs qu'on doit privilégier pour que ça nettoie. Et donc on a aussi des obligations de plus haut que nos éleveurs ou que nos présidents de groupement. On a aussi des obligations du fait que ce soit du domanial et qu'il faille nettoyer les parcelles correctement. Donc voilà, donc on essaye de tenir les secteurs à jour. Et bon, il y a toujours des brebis qui partent un petit peu au-dessus ou un petit peu au-dessous. Et c'est là aussi qu'est notre travail, de les remettre sur le secteur où elles doivent être, au jour où elles doivent être. Nous, on fonctionne en escabote. Alors maintenant, ça a changé par rapport au secteur, donc on est toujours en escabote, mais on tient nos brebis sur nos secteurs établis, de manière à valoriser le pâturage. Donc ça permet, il y a 7 groupes distincts avec 9 éleveurs. Et donc chaque groupe a un quartier défini en fonction de la saison, si c'est fin de saison ou début de saison ou milieu de saison.
Et en fonction de ça, on y va. Chaque troupeau est au moins une fois ramassé par semaine, au moins une fois soigné. Si toutefois il y a eu des gros dégâts, des brebis qu'on a retrouvées qui avaient des asticots, alors à ce moment-là, on y retourne dans l'après-midi. Comme là aujourd'hui, on a fini le groupe qu'on s'était donné de faire aujourd'hui. Et il y a des fois, c'est plus difficile pour les ramasser toutes. Mais aujourd'hui, on va repartir chercher d'autres brebis qui nous auront échappé et qui nous permettront de mieux soigner. Voilà. Disons que le fait de fonctionner par quartier, on sait qu'elles vont être là. Donc demain matin, on va aller chercher celles de Donès et de Casalé. On sait où elles dorment. Donc il suffit d'être de très bonne heure là où elles dorment. Donc ça nous permettra de redescendre rapidement sur la cabane des Chélés pour pouvoir faire les soins. Et ensuite de repartir faire... il y en a quelques-unes que j'ai vues quand on a fait les pintades et qu'il faut récupérer et soigner. Donc ça nous permet d'aller rechercher des brebis qui ne sont pas sur le bon secteur, l'après-midi. Voilà. Bon, ça représente beaucoup je pense, d'heures de marche supplémentaires, mais on n'est pas payé pour rester à la cabane non plus. Donc, c'est un métier de marche, pas de course. De course le matin pour être sûr de les avoir. Mais c'est de l'endurance, c'est beaucoup de l'endurance, c'est vrai. Faut être capable d'encaisser des heures de marche. Et le soleil, la pluie, le vent, le froid. Des fois, c'est beaucoup plus difficile en septembre, le froid, ou en début juin, que le soleil de la journée. Le froid, c'est traître. Parce que le froid, on arrive, on est transi, on n'arrive même plus... Il y a des matins, quand je suis très bonne heure, là, pour celle de Donès, que j'arrive à écheler de très bonne heure, il y a des gelées dans l'été. Et bien, j'arrive pas à soigner, à attraper correctement tant que j'ai pas les doigts réchauffés. Je les doigts totalement engourdis par le froid, quoi. Donc, je me pèle. Mais bon, en plus. Mais bon, on aime ça quand même. Hein. On en redemande. Hein. Quand arrive le mois de mai, juin là, fin mai c'est là où c'est le plus, où c'est trop long. Il reste, pour vous, il reste une semaine, mais c'est la semaine la plus longue. Et puis une fois qu'on est là, on est là. Mais Florine est capable de le dire, pourtant elle n'est pas là depuis longtemps. On est descendu et le fait de remonter, on est chez nous. Quoi. Ouais, c'est vrai. On est chez nous. On monte la Crouzette là et que tout d'un coup on va se découvrir le Valira et puis Louzette là devant, c'est vraiment... Donc je voulais faire le GR10, la traversée des Pyrénées qui va normalement de Hendaye à Banyuls ou dans l'autre sens. Donc je suis partie de Banyuls le 21 juillet pour faire 5 premiers jours avec mon compagnon, m'arrêter 3 jours chez moi au pied du Canigou et repartir. Et en arrivant au col d'Oédol qui est un peu plus bas là, je croise Laurence qui me propose, qui je commence à discuter et puis qui me dit qu'elle est bergère de l'Estive. On court? On crapaille? Non, c'est vraiment super parce qu'elle me donne vraiment l'occasion de pouvoir toucher les brebis, de les approcher, de les soigner et tout. Et puis avoir la chance de tomber sur un éleveur à ce moment-là parce que j'aurais pu la louper hein, parce que en plus tu sais j'étais montée trop haut sur la cabane d'Eliette donc j'ai été obligée de redescendre et puis j'aurais pu te louper. Et moi je ne devais pas passer par Eliette. C'est parce que ça devait être fait, c'est tout. Et c'est génial quoi. Quand j'ai vu Laurence et qu'elle m'a dit bah tu viens, j'ai pas hésité 2 secondes hein, là j'étais là oh là là la chance parfait parce que moi je m'attendais à devoir galérer pour trouver un éleveur. Et ça c'était un projet qui me trottait beaucoup dans la tête de vouloir revenir à quelque chose d'essentiel quoi, de nourrir des brebis, nourrir des animaux, c'est un travail de terre, c'est un travail de main, c'est un travail d'homme, enfin d'homme dans le sens d'humanité quoi. Et donc bon, je lui dis ça et elle m'a proposé de m'accompagner, alors le GR10, voilà, c'est un peu passé au-dessus. Voilà, mais je regrette pas du tout, franchement je regrette pas du tout et franchement je crois que par rapport au nombre de kilomètres qu'on a pu déjà marcher, à mon avis, je dois déjà être plus loin. J'ai peut-être déjà atteint le Pays Basque là. Après, je rentre bientôt m'inscrire à l'école de berger, enfin à une école de berger, parce qu'il y en a plusieurs.
Il y en a une par exemple à Saint-Giron ici, il y en a une à Lannemezan, c'est celle qui m'intéresse, il y en a plusieurs en Provence, dans les Alpes, il y en a une dans le Jura, je sais, bon, il y en a encore probablement d'autres, probablement dans le Pays Basque aussi, je crois. Elles ont des spécialités hein, aussi, je pense. Et m'inscrire là, donc la période de formation, c'est à peu près février-mars jusqu'aux validations, donc après les estives. Puisque l'idée c'est de faire le maximum de stages, quoi. Donc être en estive durant tout l'été. Donc voilà, après m'inscrire pour ça. Et puis à long terme, peut-être réfléchir pour faire un brevet professionnel de responsable agricole, pour éventuellement m'installer aussi. La montagne, c'est vraiment le paysage que j'ai côtoyé à partir du moment où j'ai été capable de me rendre compte que on vit dans un univers particulier. C'était pas en plaine, c'était pas en ville, et toujours on avait la montagne là sous les yeux, et à partir du moment où j'étais capable de m'identifier à un paysage, ça a été systématiquement la montagne. Enfin, le fait qu'on maîtrise pas du tout l'espace ici par rapport à l'espace urbain, quoi, où on a des rues, tout est bien cadré, où on a des trottoirs pour marcher, des pistes cyclables, etc. Ici, il y a les chemins de randonnée, et puis il y a les chemins de berger. Chemin de brebis. On trotte pas mal. Et puis c'est un endroit qu'on peut pas maîtriser, qui est pas maîtrisable par l'homme, quoi. Ici, on n'est pas à faire des autoroutes pour essayer d'aller plus vite, on est contraint de contourner, de redescendre, de remonter. Et au final, ça serait complètement orgueilleux de croire que la montagne, on va finir par la dominer, quoi. On la connaît, on l'a fini par la connaître par cœur peut-être. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment ou à un autre, elle va nous prendre en traître, parce que c'est elle qui domine. Et c'est ça qui est vraiment génial dans cet espace-là, parce que ça nous remet à notre juste place, quoi. On fait partie de la montagne, on n'est pas au-dessus d'elle. On est partie intégrante de l'espace. Mais le paysage peut changer tellement vite, par le fait qu'il y ait la neige, qu'il y ait le brouillard, il n'y en a plus les mêmes repères. Elle est toujours la même. Hein. C'est nous qui sommes plus capables de la reconnaître. Et elle nous lance des défis sans arrêt. Et on peut connaître bien le coin et dans un brouillard immonde, plus savoir. Là, au mois de juin, avec les névés, le paysage change totalement avec les névés. Et quand on veut prendre des raccourcis qu'on connaît, hein, on est dans le brouillard, on ne sait plus, puisqu'on ne voit plus rien, parce que les brouillards sont quand même souvent bien épais, et on est piégé parce que les repères ne sont plus les mêmes. Et la neige, on ne voit plus les chemins, on voit pas. Pareil, les cailloux ne sont plus les mêmes, ils n'ont plus le même relief avec la neige. Et ben on est piégé. Et là, c'est pas la peine de paniquer, c'est pas la peine de s'énerver. Il suffit de réfléchir et d'essayer de trouver les repères, de se dire que de toute façon on descend, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on descend. Donc on arrivera forcément dans un endroit où il y aura moins de neige et qu'on connaîtra, et peut-être en dessous de la mer de nuages. Et puis après, essayer d'être logique et intelligent. Et moi, ça m'est arrivé là au mois de juin, hein, dans la neige à Auternac, et je savais plus j'étais à droite, à gauche, si j'étais côté Échélé ou côté du Tos. Alors j'ai appelé et j'ai trouvé mes chiens. Je savais que si j'étais du côté du Tos, mes chiennes allaient me répondre, les patous. Donc j'ai appelé et les patous aboyaient, donc il m'a suffi dans le brouillard d'aller là où étaient les aboiements. Et je suis retournée au Tos. Il était avec un ami et il a passé une nuit dehors au mois d'octobre. Et cette nuit, jamais il l'oubliera, jamais. Et pourtant, il la connaît, la montagne. Il la connaît, il était près de la cabane d'en bas, il avait été chercher des brebis de l'autre côté. Et parti tard, parce qu'ils avaient eu beaucoup de choses à faire, et parti chercher ses brebis. Le brouillard, bon, en lui-même, c'était pas gênant, mais c'est quand la neige est arrivée qu'elle a changé toute la visibilité. C'était plus du tout la même. C'était blanc sur blanc. Et ben ils se sont blottis l'un contre l'autre toute la nuit. Ils étaient à combien, 800 ? Et c'est vrai que... Oui, c'était pas loin, mais pas du tout, hein, ils étaient de l'autre côté sur la Subera. Et ils ont eu très peur. Et nous aussi, on a eu très peur de les perdre.
Oui. Voilà, je vais revenir à l'enseignement. Oui. Toi, il y a les temps de Crousous. De Creusous. Creusous. Ici, sur les estives, il y a 2 races, la tarasconnaise et la castillonnaise. La castillonnaise était reine ici, jusque dans les années 50, je pense. Et sont arrivées les brebis tarasconnaises qui étaient plus grandes, qui étaient plus de conformation, plus grosses et plus belles pour beaucoup. Et donc, petit à petit, les castillonnaises ont perdu du terrain. Il n'y a que quelques éleveurs qui ont voulu conserver la race. Et moi, je me suis installée en castillonnaise parce que la castillonnaise me convenait à moi qui ne suis pas un gros gabarit. Elles sont plus faciles à manipuler parce que plus légères. Mais surtout, elles ont un caractère beaucoup plus tendre, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Elles sont pas... La tarasconnaise est plus speed, plus folle. On l'a vu ce matin dans le parc, c'est plus... Ça part, c'est... La castillonnaise, non, elle est plus douce. Elle valorise tout ce qu'elle mange, plus encore. Moi, je dis, c'est vrai que la valeur gustative serait importante à remettre en place parce que l'agneau, certes, ça fait des petits gigots. Ça fait des gigots, c'est pas les gros gigots qu'on trouve à Paris quand c'est Pâques. C'est vrai, c'est pas des agneaux de plaine. Mais la valeur gustative du gigot, ou de la côtelette, ça n'a rien à voir. Même un agneau qui est tardif, que vous allez tuer un petit peu plus tard, et lui sera doux de goût, ça sera même à la cuisson, ça sentira pas comme l'agneau. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'agneau parce que ça sent, mais parce qu'ils ont de l'agneau, ils connaissent pas l'agneau de montagne. Et la castillonnaise est encore plus douce de goût. Et c'est vraiment dommage qu'elle disparaisse petit à petit. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté économique aussi parce qu'on a déjà du mal à gagner notre vie. On a du mal, donc on veut pouvoir vendre notre produit à un prix normal, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, même, Coopérative voulait dévaloriser l'agneau castillonnais par rapport à l'agneau tarasconnais. Et ce qui était bien bête, parce que l'agneau tarasconnais, finalement, en rapport viande, sur un agneau engraissé, je dirais, de 30 kilos, on va dire, pas d'un gros, mais on va dire 30 kilos. C'est vrai qu'au niveau de la viande, eh bien, il y a plus de viande dans le castillonnais, dans le sens où l'eau, c'est plus petit. C'est ce que je me dis, c'est mon côté positif. J'essaye de trouver tous les moyens de... Non, mais c'est vraiment un comportement différent et c'est paisible, elles sont vraiment paisibles. Le broutard, c'est un agneau qui va grandir à la montagne avec sa mère, qui va continuer à téter sa mère, qui va grandir, qui va manger la réglisse et qui va redescendre de la montagne. Donc c'est un agneau d'herbe, hein, de lait et d'herbe puisqu'il a le lait de sa mère, et qui va avoir un goût différent par rapport à ce qu'il mange. Parce que pour les brebis, c'est quand même très important ce qu'elles mangent. Ça parfume la viande. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les broutards de la réglisse, parce que ça a un goût différent. Et quand on donne du pas bon, ben on a du pas bon. Mais si on donne des bonnes choses à notre bétail, ben on a des bons produits et de la bonne viande. Moi, j'ai des gens qui viennent de Paris me commander de l'agneau et qui repartent avec. Hein. Ils m'appellent avant et j'amène les agneaux quand ils sont prêts. Ben, ils me demandent si j'ai des agneaux prêts. Donc, si j'ai des agneaux prêts, je les amène à l'abattoir pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Ensuite, les carcasses sont découpées, correctement découpées, mises sous vide, hein, en petites portions. En fonction de ce que les gens veulent, si les gens ils veulent un gigot entier, ils auront un gigot entier. S'ils veulent un gigot découpé, ils auront un gigot découpé. S'ils veulent faire de l'agneau grillade, ils auront tout en grillade. Et puis autrement, de l'épaule, on peut même faire de l'épaule désossée, on peut faire plein de choses. Et à ce moment-là, après, je les livre. On est plusieurs à faire comme ça. Parce que comme ça, on arrive à valoriser notre travail correctement. Et de plus en plus, les gens reviennent à des valeurs sûres et des modes d'élevage qui sont plus normaux, quoi. On peut pas trouver bon une viande où on sait pas ce qu'il y a dans l'aliment. Enfin, la majeure partie des éleveurs ici sont en label, donc des aliments qui donnent à leurs agneaux de qualité label, et on a des contrôles, on est très contrôlé. Pour beaucoup de choses, on est très contrôlé. Et même si on est des tout petits,
Aujourd'hui, on fait beaucoup d'administratif aussi. On nous étouffe un peu avec l'administratif, ne serait-ce que là. Là, je dis, bon, c'est vrai les générations maintenant sont des générations où les bergers sont lettrés, mais il peut y arriver encore à trouver des montagnes où le berger, il ne sait pas trop lire, il ne sait pas trop écrire. Et il fait comment? On va le licencier parce qu'il ne sait pas remplir un cahier d'estive. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. On fait passer les priorités ailleurs, quoi. C'est pas normal, parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas très bien lire ou on ne sait pas très bien écrire qu'on n'a pas des valeurs. Et aujourd'hui, on nous oblige, on fait de l'administratif. Un berger je pourrais très bien avoir un contrôle là, aujourd'hui, et il y aurait un contrôleur qui viendrait me regarder le cahier d'estive, savoir si je l'ai bien rempli, et si je l'ai rempli déjà. Rempli correctement, et si mes brebis sont au bon endroit, et c'est vrai que c'est... Nous, on aime aussi... Enfin, nous, le fait de travailler en escabote, ça permet aussi d'avoir des brebis qui packagent tranquillement, qui sont pas... Moi, je trouve que la garde serrée, bon, par rapport... On peut en parler par rapport aux attaques de l'ours. Il n'y a pas que l'ours, il y a aussi les chiens errants, qui sont bien souvent des chiens de randonneurs qui sont... toujours à 30 ou 40 mètres de leur propriétaire. Et donc on se dit petit à petit que peut-être on sera obligé de faire comme tout le monde, d'avoir le troupeau ramassé parce qu'on ne nous aidera plus, parce qu'on a une obligation aujourd'hui d'avoir les troupeaux. Ils n'aiment pas la garde en escabote et ils n'en comprennent pas forcément la valeur. Je pense qu'il faudrait qu'ils viennent sur les montagnes pour comprendre comment fonctionnent les montagnes. Et par exemple, les brebis, c'est depuis des générations de brebis que les éleveurs mettent leurs brebis là. C'est les éleveurs d'aujourd'hui, en fait, leur père le mettait déjà là, et leur grand-père les mettait déjà là. Et bien, ça, c'est un patrimoine génétique qu'a la brebis. La brebis, elle va revenir à sa place, là où sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère allait. Et c'est contrarier la nature de la brebis que de vouloir la remettre à un endroit où c'est pas facile. C'est pour ça nos obligations de secteur, c'est très bien. C'est vrai, pour le package, c'est très bien. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Et des fois, on a l'impression que notre travail est dévalorisé par rapport à son importance. Et on se dit, bah oui, ils pensent que en plus, ça, c'est facile à faire. Il faudrait qu'ils viennent avec nous une semaine. Une semaine. Ils se rendraient compte de ce que c'est qu'une semaine. Ne serait-ce qu'une semaine. Et je vois les autres bergers qui ne travaillent pas comme nous en escabote, mais ils ont aussi autant d'obligations, autant de contraintes, Nous, on a la chance de pouvoir... on a une cabane qui est très haute, et donc on part de haut, et après on va en bas, mais quand on a des troupeaux, des gros troupeaux, et bien, on est obligé d'être itinérant avec le troupeau. Et ça aussi, c'est des contraintes. Donc il faut respecter notre métier et comprendre que nous donner des obligations, pour l'Europe et tout, c'est très bien, c'est très, très bien. Mais il faut nous laisser aussi libres. On connaît, on sait où il y a de la bonne herbe, on sait où elle n'est pas bonne l'herbe. On n'est pas idiot. Et c'est vrai que si on peut un petit peu les amener, les forcer un peu à rester dans des coins où elles peuvent nettoyer, elles peuvent y trouver du bon, on le fait. On n'a pas besoin d'eux pour savoir qu'il faut le faire. Il faut nous faire confiance aussi. Et même les gens en général, là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé et quand vous gardez les brebis, vous faites quoi? Vous lisez? Ben, je dis non, un berger, ça peut lire, bien sûr. Ça peut faire la sieste aussi, c'est vrai. Ça peut passer des bons moments à la cabane aussi. Mais généralement, les bons moments à la cabane, on les a. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la porte, on a un mur de brouillard. Et que on y va, hein. On y va. Parce qu'on n'est pas là pour rester dans la cabane. Puis ça nous emmerde de rester dans la cabane. On se fait chier ici quand même, faut le dire. Elle est bien, elle est magnifique, cette cabane. Mais nous, on est des gens de dehors, on n'est pas des gens de dedans. Donc on va, on essaye de faire ce qu'on peut. Et puis on sait très bien aussi que l'ours va avoir tendance à attaquer beaucoup plus facilement s'il y a du brouillard, s'il y a mauvais temps. Donc on va vérifier.
On va voir si les brebis, quand on sait qu'elles sont à peu près par là, quand il fait mauvais temps, bah, si elles n'ont pas été affolées, si elles n'ont pas... Et puis si on peut en trouver, on a toujours avec nous, toujours de quoi soigner, toujours. On part jamais à vide. Hein. Enfin, moi j'ai toujours la sacoche complète, mais et Yves aussi il a toujours sa petite sacoche, mais parce qu'on est toujours atteint de trouver une brebis qui s'est cassée la patte, une brebis qu'on n'avait pas vue quand il faisait beau, et que parce qu'il fait mauvais, on arrive à la surprendre dans une passade un peu tranquille où elle n'a pas beaucoup à bouger. Mais là, on peut l'attraper, on la soigne, elle est tranquille, et on sait que celle-là, c'est fait. On s'est pas à dépenser à autre chose qu'à la réintroduction de l'ours. Mais il y a tellement de pression par rapport à l'Europe qui avait donné les fonds pour pouvoir réintégrer 50 ours, qu'apparemment, il y a tellement de gens qui meurent de faim dans notre pays aujourd'hui, en France, qui crèvent la dalle, qui n'ont pas de toit sur la tête, et on ne leur construit pas de logement. Par contre, on va mettre combien de millions pour réintégrer un ours ? Là, je suis pas d'accord, mais il faudrait que les gens ils sachent combien ça leur coûte. Mais pas que pour moi. Hein. Moi, il faudrait qu'il y ait plus de réintroduction qu'on laisse faire par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'ils nous leurrent tous en nous disant que elle se reproduit, la race. La preuve, il y a des petits tous les ans. Il y a une mortalité de plus de 80%, c'est vrai. C'est la première année des oursons. Mais bon. Moi, je connais plein d'éleveurs qui disent qu'ils vont arrêter. Celui par exemple, qui perd en une seule fois une vingtaine de brebis parce qu'elles sont tombées, parce que l'ours les a fait tomber pour pouvoir les manger. Si c'est quelqu'un qui en a une centaine, si on arrive à le trouver, les 20 brebis, et à me prouver que c'est l'ours, ça le fait. Mais tous des carcasses qu'on n'aura pas vues. Ce sont des brebis qui ne rentreront pas. Donc, tout ça, c'est un manque à gagner. Mais on a peur tout le temps. Parce que nous, les éleveurs, ils nous confient leur capital. Pour un éleveur de brebis, le berger, c'est lui qui tient le trésor de la maison. Alors on fait tout ce qu'on peut. Mais je peux comprendre que l'éleveur, comme Yves, je vais dire l'année dernière, Edouard, il a perdu pratiquement 30 bêtes qu'on n'a pas vues. Pas vues. Pas de carcasse, rien. Je peux comprendre que les éleveurs soient en colère parce qu'on n'a pas le bon nombre quand on redescend. Ça ne veut pas dire qu'on est droit à un pourcentage de perte. Mais bon, comme la brebis de Guy en bas, qui a probablement la paratuberculose et qui, un coup, une semaine ça va aller, une autre semaine ça va pas aller. Celle-là, si elle meurt, on sait. Une brebis que malencontreusement on n'a pas pu trouver quand elle a eu des asticots, qu'elle est allée se planquer. Moi j'en ai trouvé dans la grotte des brebis. Avec des asticots, si j'avais pas eu la curiosité d'aller dans la grotte, à l'époque on n'était pas berger, enfin il n'y avait pas de berger ici, mais bon, d'aller fouiller un peu partout parce qu'on sait quand même. Et ces brebis-là seraient mortes. Donc c'est vrai que elles sont mortes, elles sont vues mortes pour raison X. La foudre, la semaine dernière, il y a eu quand même un bélier et une agnelle qui ont été pétés par la foudre. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'ours, mais on a déjà assez entre les mouches. Le plus gros prédateur, en plaisantant, je pourrais dire le plus gros prédateur, c'est la mouche. Avec les dégâts qu'elle fait sur les plaies. D'où l'intérêt d'avoir des excellents bergers. Qui soignent. Non mais je plaisante. C'est vrai que c'est quand même un gros prédateur la mouche. Si on ne trouve pas la brebis, c'est cuit quoi. Alors c'est pas la peine de nous en mettre encore 50 000 risques supplémentaires quoi. C'est déjà dur. C'est déjà difficile. La montagne, comme on parlait là, que la montagne, elle nous loupe pas. On prend des risques en plus. C'est les groupements qui payent. Des petits groupements comme nous, on n'a pas les moyens. Et encore si je ne mets pas mes brebis en secteur comme on me le demande,
eh bien, le groupement aura 25% de moins de subventions pour l'aide au gardiennage. On fait comment? Il faut que chaque éleveur donne 50 € de sa poche par brebis pour pouvoir payer un berger. À ce moment-là, autant ou rester en bas ou ne plus avoir de brebis. On gagne déjà pas beaucoup, mais si le peu qu'on gagne, on est obligé de leur donner dans ces conditions-là, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Mais Florine me demandait, quand on est en bas, tous les frais vétérinaires, les poutils qu'on achète pour ici c'est le groupement qui achète pour tous les éleveurs. Mais en bas, chez nous, on les achète nous pour nous. Et tous les frais vétérinaires, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de sécu pour les brebis. Et ça représente un sacré morceau quand même de dépenses. Surtout s'il y a des soucis. Donc, c'est vrai que les gens pensent que, en règle générale, l'éleveur, c'est un nanti, puisqu'il y a des primes et tout. Mais si on se rend compte que depuis pratiquement 25 ans, même peut-être plus, je crois, on dira 25 ans, le prix de l'agneau n'a toujours pas bougé. Un agneau qui s'en va, à coopérative, c'est à peu près 55-60 €. Et il nous aura coûté plus entre lui et sa mère pour pouvoir le faire venir. Donc pratiquement, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on voit un agneau, on perd de l'argent. Donc certes, il y a des primes. Mais ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que, par exemple, les charges de MSA, de sécurité sociale, un smicard, c'est 20% de son salaire qui part pour la sécu et la retraite et tout ça. Mais nous, c'est pas par rapport à notre revenu que c'est calculé. C'est calculé sur les terres qu'on a enregistrées, qu'on a sur notre parcellaire, notre exploitation. Et moi, par exemple, je paye pratiquement plus de 50% de mon salaire par la MSA, par rapport au revenu que j'ai, du nombre de brebis que j'ai. Donc ça ne correspond plus à rien. Ces charges-là, mais je pense que pour les artisans, c'est pareil. C'est vrai que Thierry, il dit que... Comment il nous sort ça? On a un métier de liberté, mais on le paye cher en différent. Mais c'est vrai. C'est vrai, il a raison. C'est un métier, c'est vrai, on est libre. C'est vrai que si on veut s'arrêter pour discuter, on s'arrête pour discuter. C'est vrai qu'on n'a pas un patron derrière qui nous compte les 8 heures. Mais par contre, on ne fait pas 8 heures. Des fois, en rigolant, j'ai dit on a demandé les 35 heures par jour, mais on ne les a pas eues. On en a que 24, c'est con. On pourra en faire plus. Oh non. Oh non, déjà on peut pas vivre de notre travail, enfin on peut pas vivre correctement de notre travail en bas, et on a toutes ces obligations. Si en plus on élève des brebis pour le fun, simplement pour pouvoir donner pâture et être d'accord avec ça, non, on n'a plus d'intérêt. Moi je plie boutique, je fais autre chose. Ah non. Non, moi je suis pas là pour faire joli et garder un paysage. Parce qu'aujourd'hui, une brebis qui a une carcasse qui a été trouvée tardivement parce que, voilà, on n'est pas passé au bon moment devant, et retrouvée avec un sternum complètement enlevé. Heureusement, on a ceux du suivi de l'ours sont des gens hyper consciencieux. Et je veux pas qu'on leur tape dessus. Parce que bien souvent, les éleveurs tapent dessus, râlent. Mais j'ai heureusement qu'ils y sont et qu'ils font correctement leur travail. Mais eux, ils font cette constatation de nous avons vu, photos et tout. Et après, ça part en commission. Et le comble de l'horreur, c'est quand la commission refuse d'indemniser une brebis parce qu'il y a un doute. Ben non. Non. Et de plus en plus, s'ils peuvent éviter de subventionner la brebis, ils vont le faire. Et donc c'est là que ça va plus. Parce que nous, on nous a pris en otage, on ne nous a pas demandé notre avis. On a demandé l'avis à des élus qui pensaient au portefeuille du Conseil général, et pas notre portefeuille à nous.
Moi, j'aimerais bien que ces élus-là viennent voir ce qu'ils ont fait. Et non, si ça se bloque là, si ça reste comme ça, là, que ça bouge plus, bon, ben on va apprendre à faire avec. Mais si ça double, quand on voit que sur des estives comme celle d'en face, qui sont des grandes estives où il y a énormément de place et plus de risques, il y a plein de choses qui sont différentes d'ici. Et quand on voit qu'ils en sont à plus de 30 brebis qui sont mortes, quoi, ben alors en ce moment, ça tape, quoi. Mais dans le Pyros aussi, quoi. Mais on peut plus. On peut plus. Si on doit dénombrer... combien il en manquait l'année dernière? 80 de l'autre côté. Ça va être combien cette année? 120? Ah non, non. Il y a déjà assez de mortalité. Je parle 120 de brebis qui inconnues au bataillon, quoi, qu'on n'a pas vu. C'est toujours ça, c'est la brebis pas vue. Et ben non. Mais certains bergers, ils ont plus de goût, quoi. Ils ont plus de goût, c'est vraiment l'impression qu'ils sont gardiens de zoo et qu'ils sont là simplement pour appailler les ours, quoi. Mais par contre, les éleveurs pas contents. Ils vont pas... Et là, les éleveurs arrivent le week-end et il y a encore des brebis et tout. Je peux comprendre que les éleveurs soient excédés et celui qui prend, ben c'est l'employé qui prend. Parce que malgré tout, un berger, c'est un employé de groupement. Donc on lui donne une charge de responsabilité qui ne lui incombe pas, puisque c'est l'État qui a pris les responsabilités de réintégrer un ours. C'est pas nous, on n'en paye que les conséquences. Et que ce soit pour le métier, et que ce soit pour les éleveurs, et que ce soit pour la montagne, et que ce soit pour les randonneurs. Parce que le jour où un randonneur va le rencontrer, l'ours, et qui voudra faire la photo du siècle, parce que l'ours, c'est pas le même. C'est pas le même que celui qu'il y avait dans les Pyrénées, il n'a pas le même comportement. Il est vachement moins peureux, il va pas fuir. Il attend, il se retourne. Une année, il y avait l'ours qui était... Bernard, il pourrait le raconter au gîte en bas. L'ours, il est resté 20 minutes là en train de se demander s'il devait affronter ma chienne Patou ou les randonneurs. Eh ben, il a préféré la chienne Patou quand même. Mais il y avait 80 randonneurs qui étaient sur les News. Oh, comme ça, il était là, il savait plus où se mettre. Après, ils sont allés faire des photos dans la neige. Mais le randonneur qui va être... Parce qu'il descend bas en plus maintenant. Moi, il vient au-dessus de la bergerie. Hein. Il est juste au-dessus de la bergerie. Il vient à Oussetch. À Oussetch, c'est en bas, c'est encore plus bas que ma bergerie. Un propriétaire, là, il entendait les chiens. Et puis à un moment, mais vraiment, peu de bruit. C'est tout juste, il les a pas entendus couiner de trouille. Et après, rebelote, ça s'est remis à aboyer. Il s'est demandé ce que c'était. Et bien, au ras de sa grange, il avait les traces de pas d'ours. Comme le randonneur, quand il y a eu l'attaque il y a 2 ans, que la brebis a été tuée à la cabane d'Awen. À la cabane. Bah, le type, quand il est sorti, qui s'est réveillé au matin, et qu'il a vu qu'il avait bien entendu des cloches, mais comme il aurait eu envie de pisser à ce moment-là et qu'il aurait dérangé l'ours, qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'était de nuit, il mangeait sa brebis, et l'autre, il n'était pas censé le voir avec ça. Christelle, qui est bergère aussi, a une très belle phrase qui m'énerve beaucoup, qui dit « Les patous, c'est pas tout ». Certes, les patous, c'est pas tout. Le gardiennage, c'est important. Mais même si même mon maître est pas pour les patous, moi, je reste persuadée que le patou a sa place sur les troupeaux. De toute façon, il l'avait avant. Hein. Le Montagne-Pyrénées, il est là bien avant nous. Hein. Ah, il a disparu, certes, parce que finalement, on ne s'en est plus servi. Mais avant le patou, il était dans l'enclos, quand on voit les oreilles là, avec les enclos de pierre, il était dans l'enclos avec un collier de pointe et il montait la garde toute la nuit pour protéger les brebis. Et donc c'est quand même relativement proche. Donc si les bergers avaient choisi d'avoir des patous, c'est pas pour rien. Ça les aidait quand même à protéger les brebis. Et moi je sais que les miennes, elles ont un comportement...
quand il y a un risque, quand il y a une attaque, ou même ne serait-ce que les chiens errants qui passent, eh bien, elles font pas n'importe quoi. Bon, c'est pas des chiennes non plus qui vont aller agresser des randonneurs. C'est des chiennes qui sont avec leurs brebis. Elles quittent leurs brebis pour venir manger. Et elles viennent rarement manger toutes les deux. Elles viennent une, et quand une a mangé, elle s'en va, et quand l'autre, elle revient. Et elle quitte, surtout en période de risque. Là, elles n'ont pas mangé depuis 2 jours, parce que je suis pas encore, j'y vais là ce soir. Mais les brebis, elles ont basculé de l'autre côté. Ben, les patous, elles ont basculé de l'autre côté. Et elles ont mangé ce qu'elles vont trouver, des crapauds, dans l'eau. Et je vais retrouver. Donc c'est pour ça qu'on y va de suite. Mais la brebis est protégée. Et le comportement, moi je les ai tout l'hiver avec les brebis. Je les ai eues toutes petites. Elles avaient 2 mois quand elles arrivent dans la bergerie. Il faut voir comment le comportement qu'elles ont, comment elles font pour se faire accepter par les brebis, même toutes petites. Et il y a une soumission. Et après, elles s'identifient totalement à la brebis. Il ne faut pas leur dire. Hein. Si vous voyez un patou, vous ne lui dites pas que c'est un chien. Il ne sait pas. Il sait que quand il aboie, ça ne fait pas pareil, mais bon. C'est par rapport au mode, je pense pareil, le mode d'éducation. Bon, un patou, ça ne se dresse pas. Il y a très peu d'éducation à faire sur le patou. Quand le patou il arrive, déjà, la première chose, on ne le caresse pas. C'est pas une chienne de cirque. C'est pas un chien de luxe. C'est une boule de poil qui ressemble à un bébé phoque, mais on ne caresse pas. Et pourtant, c'est dur hein, d'avoir une boule de poil qui vous regarde avec les yeux comme ça, c'est à tomber. Parce qu'il faut qu'il aille chercher réconfort chez la brebis et pas chez l'homme. Sinon, après, il va en avoir rien à faire des brebis. Donc, c'est difficile. Après, quand le chien il s'est intégré au troupeau, puis le troupeau, très vite, hein, l'intègre. Hein, il fait vraiment partie du troupeau. Hein. Et bien, après, il faut quand même être capable de pouvoir attraper son chien. De montrer au chien quand même qu'il y a un dominant. Et que c'est pas lui, forcément. C'est comme pour les borders, hein, c'est pareil. Hein. Il faut un dominant. Et on est chef de meute. On a plusieurs chiens, on est le chef de meute. C'est à nous de tenir notre place. Et de ne pas faire n'importe quoi avec eux. C'est pas une caresse. C'est pas qu'il ne faille pas les caresser, hein, mais une caresse, c'est une récompense. Une caresse, c'est quand ça a été... quand on est content. Mais on va pas passer notre temps à les câliner, quoi. Sinon, de toute façon, il n'y a plus de travail. Et pour les patous, c'est pareil. Mais il faut pouvoir les attraper, parce qu'un patou, c'est vrai que Yves, il a raison, quand certains patous, il y a une des miennes qui empêche les chiennes de travailler autour du troupeau, mais il faut être capable de pouvoir attraper le patou et l'attacher. Donc ça se travaille quand ils sont tout petits, quand ils ont 3 mois dans la bergerie. On les met sur le dos, on leur met la main sur le poitrail, déjà sur le dos parce que comme ça on les soumet à nous, et puis pour qu'ils se calment. Et il y a une confiance, on ne lui fait pas de mal. Simplement, moi je suis debout, je suis ton chef quelque part. Et après, on l'attache, mais c'est horrible. Les attacher, oh là là. Comme Lola ce matin, mais en plus gros, quoi. Puis c'est une déchirure, on lui enlève totalement sa liberté. Mais après, il s'y habitue, hein. Mais après, c'est que très rare, c'est vraiment ponctuel de l'attacher. Hein. Quand on a besoin de les soigner aussi, il faut pouvoir les prendre au bout d'une laisse et les amener chez le véto. Il faut pouvoir les mettre dans une voiture quand c'est nécessité. Donc, et pour leur santé à eux surtout. Non, c'est vrai que ça représente du travail d'avoir un patou. Au moins sur la première année, on ne fait pas n'importe quoi. Et on n'est pas agressif avec un patou. On ne frappe pas un patou. Je ne vois pas pourquoi on frapperait un patou. Même si le patou, il fait son boulot. Lui, il est là pour protéger. Il le sent, c'est d'instinct qu'il va protéger les brebis. Donc, s'il y a une personne étrangère ou si on remue les brebis parce qu'on doit les vacciner, parce qu'on doit faire la prophylaxie, parce que pour X choses, et bien s'il se met à aboyer et qu'il n'est pas content, c'est normal, c'est son boulot, c'est ses brebis, il les protège. À lui d'avoir assez confiance en son éleveur et puis aux gens qu'il y a autour, mais regarde, hein. Et après, c'est vrai que si, dès qu'il aboie, on lui fout un grand coup de bâton pour qu'il la ferme, non, je ne suis pas d'accord. Moi, les miennes, elles aboient, c'est vrai, elles ont une grande... Mais bon, un peu comme moi, c'est vrai, mais bon. Enfin, moi, je sais que quand mon petit groupe est pile là où est son passage, et s'il y a les brebis et les patous, eh bien, il va passer son chemin. Elles aboient, elles aboient, elles aboient.
Arca a pris une fessée avec l'ours il y a 3 ans. Elle en a fait un abcès énorme à la cuisse et tout. Mais parce qu'elle est allée, la jeune, elle va, enfin les jeunes, elle est moins jeune, enfin plus jeune que l'autre, mais elle va au devant du danger pendant que la vieille écarte les brebis du danger. Mais ça, elles l'ont fait d'instinct, je veux dire, personne ne leur a appris. La vieille, elles ont un aboiement différent et les brebis se regroupent. Elles foutent le camp avec la vieille. Une fois qu'elles ont le périmètre de sécurité en place, hop, la vieille, elle vient donner main forte, prêter main forte à la jeune. Et des agneaux peuvent naître ici, enfin avec les miennes, hein, les miennes avec les patous, c'est pas le renard qui va bouffer un agneau. Hein. Ni un sanglier qui va arracher la mamelle. Parce qu'il y a aussi ça. Il y avait un éleveur, bon c'est un éleveur en plaine, qui trouvait des brebis avec les mamelles arrachées, avec les brebis blessées parce qu'elles étaient en train d'agneller et tout, en plus des brebis de plein air. Et vraiment, il se posait la question quel était le prédateur. Quoi. Il se posait la question, il y avait des traces de tout sur le sol, et traces d'onglons, mais pas autre chose. Et alors, il a posé des caméras infrarouges, parce que tout le monde, personne ne le croyait. Quoi. Et en fait, c'était des sangliers qui venaient attaquer les brebis. Au moment où il y avait l'agnelage, j'étais en pleine lactation, il y avait les odeurs de placenta, les odeurs d'agneau et tout. Et en cours, on le voit, hein, et ça doit être encore... On doit pouvoir le voir encore sur Internet. Les attaques de vautours, en fait, c'est parce que d'un seul coup, on leur a donné à manger pendant tant d'années, et d'un seul coup, on leur donne plus à manger. L'année dernière ou l'année d'avant, on leur donnait plus à manger. Donc c'est vrai qu'arrive un moment, le vautour, il dit non machin, il n'y a plus rien à manger. Donc il est sur le secteur, et il tourne, puis ils ont faim, forcément. Donc quand ils voient des brebis qui coument, moi j'ai vu une fois, alors je peux le certifier que c'est vrai que ça marche, que ça fonctionne comme ça aussi. Puis je suis arrivée au moment où j'ai pu le voir, mais j'ai rien pu faire parce que j'arrivais par la passade entre la Messe et le Crabérousse. Il y avait les brebis de Jean-Jacques qui étaient en dessous du Lampao. Il y avait les brebis, alors il y a une grande, ça fait 150 mètres à peu près de chute. Puis il y a une passade comme ça, tout en herbe. Puis des petites terrasses, juste au-dessus de la... Et quand je suis arrivée, je voyais de loin, je voyais des vautours tourner, donc j'allais faire mon petit tour. Et quand je suis arrivée, en fait, et les vautours tellement au ras de la brebis, mais volontairement, en fait, pour lui faire peur, qu'elle se lève, et elle était tellement près du ravin qu'elle est tombée. Et là, boum, c'est une brebis noire. Mais elle était en parfaite santé, hein. Ils ont créé leur nourriture. C'est vrai que c'est un charognard, mais s'il n'en a pas de charogne, il en fabrique, c'est pas grave. L'autre jour, j'écoutais sur une émission il y avait Europe 1, là, c'était des comiques, si on peut appeler ça des comiques, qui parlaient des agriculteurs aujourd'hui et qui dénigraient les agriculteurs et qui se moquaient des agriculteurs célibataires en parlant de l'amour est dans le prix. Mais quelle femme accepterait, une femme autre qu'une agricultrice ou une fille d'agriculteur, accepterait de venir vivre avec quelqu'un et de travailler à la ferme pendant 10 heures dans la journée, à un rythme différent certes, mais quand on y est. Et de ne pas avoir de samedi, pas avoir de dimanche, pas avoir de vacances, pas avoir... la nouvelle génération, même la mienne, hein, maintenant, on s'en octroie quand même quelques-uns. On va arriver peut-être sur toute l'année à essayer d'obtenir 10 jours de vacances, en petit bout, hein, pas 10 jours plein pot, hein, 10 jours en petit bout, 3 par-ci, 3 par-là, 2 par-là. Mais si je comprends que les femmes, elles n'aient pas envie. Elles n'aient pas envie d'être dans le fumier, elles n'aient pas envie d'avoir les mains comme j'ai les miennes et d'être habillées en gueuse comme je suis habillée en gueuse, je peux comprendre. Mais on n'a pas le droit de se moquer des agriculteurs parce qu'ils sont célibataires et que soi-disant parce qu'ils n'ont pas fait de femme depuis 10 ans, c'est nous prendre pour des bourrus, nous prendre pour des moins que rien. Et nous prendre même plus bas que les bêtes que l'on garde. Et je trouve ça pas normal et pas juste. Aujourd'hui, maintenant, enfin c'est bien mieux maintenant parce que
C'est pas... Mais une femme sera plus endurante qu'un homme. Parce que, on va nous dire évidemment par rapport... Mais je le dis toujours quand même, le fait de nos maternités, de nos capacités de maternité, de mettre au monde et tout, nous font passer des moments de souffrance et on passe au-dessus de ça. Et on est beaucoup plus endurante. Je vois Florine qui débute. Et bien, hier, elle a fait 12 heures de marche et 1 heure de sieste. Mais 12 heures de marche. Et on est arrivé, on était fatigués. Mais bon, on était encore capable de discuter. Ça allait. Et puis, petit à petit, quand même, ils se rendent compte qu'on a un côté maternel aussi avec les bêtes qui est différent par rapport aux soins, par rapport... On a une approche différente du travail. Et aussi, on a peut-être certains défauts majeurs qu'on a en moins. On va peut-être un petit peu moins faire la fête et être plus présente, plus... Et tout ça fait que petit à petit, quand même, ils se disent que c'était pas un métier de femme, mais il y a toujours eu des bergères quand même. Parce que regardez, quand les hommes sont partis à la guerre, ici par exemple dans le Biros ou dans la région, tous les hommes sont partis pendant 4 ans. Dans les familles, il n'y a pratiquement plus d'hommes. Quand les hommes sont revenus 4 ans après, qu'est-ce qui avait changé? Les enfants qui avaient grandi. Sinon, les brebis, elles ont été gardées à la montagne. Le bétail, il a été soigné, pareil. Le travail, même, il y a des femmes dans le Biros qui ont remplacé leur mari à la mine. Il y avait une solidarité entre femmes qui était extraordinaire. Et elles ont permis au pays de continuer à vivre. Et quand les hommes sont rentrés, ceux qui sont rentrés, bien sûr, mais ils ont eu des enfants qui avaient grandi. Les haies étaient taillées, le bois avait été coupé, les prés avaient été fauchés. Donc c'est vrai que ces femmes, elles ont une valeur que nous, on n'arrivera jamais à leur hauteur. Mais des femmes qui ont gardé des brebis à la montagne, il y en a toujours eu. Mais je resterai une étrangère jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Je ne serai jamais d'ici. Sauf pour ici. Et celui qui m'a apporté... C'est vrai que tout le monde rigole parce que je dis que Yves, c'est mon maître. Mais j'ai appris tellement avec Yves. Et Yves, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un homme... C'est un grand frère. S'il a l'âge de mon frère aîné. Et c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme une maison. Sa femme aussi. Que ce soit Yves ou Daniel, c'est des gens, on n'en rencontre pas beaucoup, des gens comme ça. On ne lui fait pas confiance. Et puis elle n'a pas sa place. Donc on essaye de lui faire comprendre très vite que plus vite elle sera partie, mieux ça vaudra. Parce qu'une femme, en fait, n'a pas, pour certains quand même, ici, n'a pas grande utilité à part faire la cuisine, élever des enfants et l'acte de les concevoir aussi est très intéressant pour eux. Donc, n'a pas beaucoup plus de place que ça. Donc, quand une femme se dit, moi, si, je suis capable. Mais au début, ils vont dire, ils vont tester, ils vont attendre, ils vont dire, on va laisser faire. Et malgré tout, hein, première année, deuxième année, troisième année, elle est toujours là. Ah non, ça peut pas aller. Donc après, on fait du mal par le biais du bétail, l'empoisonnement du bétail, l'empoisonnement des patous. Et tous les jours. Et depuis 12 ans. Quand je dis, il y a qu'ici qui m'ont fait confiance, c'est vrai. Les éleveurs ont appris à me connaître d'abord avant de me juger. Ils ont découvert que peut-être, j'étais, comme je dis en rigolant, je suis un hybride. En fait, je fais comme le Canada Dry, je ressemble à de l'alcool, mais je ne suis pas de l'alcool. Je ressemble à une femme, mais bon, mais quand même. Et puis, à la limite, j'aurais un caractère plus doux et je saurais mordre ma langue et pas dire comme ça me vient les choses quand ça me vient. Peut-être aussi que ça aurait été différent. Mais moi, je suis pas comme ça, donc c'est vrai que je suis comme je suis. Et tu as combien de bêtes? Et j'en ai plus que j'ai 140 brebis et 10 vaches. D'accord. Et j'avais 300 brebis. Et il a fallu, comme je produis pas d'herbe,
parce qu'on m'avait promis une AFP quand je me suis installée, sauf que la paix, j'ai jamais vu venir. On a eu plein de choses, on m'a promis plein de choses quand je me suis installée. Et tu aurais dû prendre celle de Bethmal, ils ont cherché pendant un moment. Riberotte, hein. Il y avait installé, bergerie et tout. Au Riberotte, avec c'était les chèvres, ils l'être voulaient humain installer qui est les chèvres. pour moi C'est du lait de chèvre. mon plus grand prédateur, il a 2 pattes. En tout, il y en a 3, donc ils ont 6 pattes. Exactement. Et aujourd'hui, les gendarmes, ils sont là, ils pourront vous le dire. Ma galère, ça, je suis ici, j'ai les vaches qui sont en bas. Et tous les jours, je me fais du sang d'encre. Qu'est-ce qu'ils vont faire à mes vaches? Parce que sans arrêt, ils m'ouvrent toutes les portilles, ils me démolissent ce que je fais, parce que je ne suis pas d'ici. On m'a dit, retourne dans ton pays, retourne chez toi en Bretagne. Tu parles pas là des... Il y en a même un abruti. On parle de la vallée du Riberotte. Ils m'ont empoisonné. Par les habitants 12 d'Aguerre. ans. 12 ans. Des habitants d'Aguerre. 95 bobines mortes, empoisonnées. Je les connais tous, je les Ma chaîne soignais Patou quand que ils vous étaient avez jeunes. là, la jeune Arca, empoisonnée avec de la soude caustique dans des boulettes de viande. Et on m'a dit, t'avais qu'à rester chez toi. On m'a dit, t'es une arriviste. J'ai éclaté de rire. Je sais quoi une arriviste. Eh bien, tu arrives de Bretagne. Oh, je sais c'est que ça. Tout va bien. J'ai alors prends le dictionnaire et regarde ce que c'est l'arriviste. Parce que vous êtes déjà arriviste. Ils se sont trompés sur les mots à ministre. Ils ont dit tu es une activiste. Et tout simplement, on m'a dit qu'il fallait que, comme j'étais une femme, que j'écarte les cuisses et que je ferme ma gueule. Là, j'aurais été acceptée. Et tu dis j'ai un hôpital et je coupe. J'ai utilisé mes poings, j'ai mis mes poings sur la gueule. Pas les poings sur les i parce qu'il n'y a pas de i. Alors je les ai mis quelque part les poings. Ça comme intégration, je souscris à ce que tu dis, c'est exact. Voilà. Ils tueront l'agriculture dans nos petites vallées parce qu'ils n'acceptent pas que des gens comme elles... Et ce qui me fait rire, c'est que c'est des gens qui, soi-disant, sont de gauche et qui sont même communistes. Et je leur ai demandé qu'est-ce que c'était que le communisme. Pour moi, c'est le sens du partage. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, vous, de mettre une assiette en bout de votre table et recevoir celui qui a faim? Non. J'ai dit, vous êtes communiste, allez voter Front National. C'est bon. Oh, si. J'aurais mis des formes un peu moins brutales. Peut-être qu'ils auraient pris plus de temps, mais ils auraient essayé quand même plus d'accepter. Mais moi, je suis franco-de-port, donc ça l'est pas, quoi. Ça a été l'affrontement direct. Hein. En bas, hein, je parle au niveau des éleveurs. Et puis, d'un seul coup, je prenais leur place. Comme j'ai dit à un vieux d'en bas, j'ai dit, la seule chose que tu peux me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir eu les couilles de fer, ce que toi, tu n'en as jamais eu, les couilles de fer. Et c'est vrai, parce que son père voulait qu'il reprenne l'exploitation, et c'était l'aîné. Il ne l'a jamais fait, il est parti à la poste. Fonctionnaire. Et aujourd'hui, il est retraité et il me fait chier. Moi, je dis que... Enfin, moi, j'appelle mes coins comme ça, même ma bergerie, même... Je dis que c'est Dame Nature qui dirige tout ça, qui a fait des choses belles. Et c'est la nature, en fait, qui en est l'esprit, je pense, plus. Et c'est la nature qui nous fait vivre, c'est la nature qui nous gouverne, c'est la nature qui nous punit. S'il y a bien des choses qui arrivent aujourd'hui, on parle de tremblements de terre, on parle des ouragans, des tsunamis, c'est peut-être Dame Nature qui en a marre, qu'on ne soit pas capable de la respecter. Et puis, elle est toujours présente pour nous rappeler qu'on est grand comme ça. Nous, on est grand comme ça. Et elle est magistrale. Et c'est vrai que la montagne, au début, quand étant bretonne en plus, hein, la montagne me faisait peur. Parce que je voyais là ces immensités et rien derrière, habituée à voir l'océan et rien de plus finalement. Et maintenant, une fois que j'ai commencé à vivre au Riberotte, je ne pouvais plus m'en éloigner. Et je ne peux plus m'en éloigner. J'ai vraiment l'impression d'être dans un cocon et qu'elle me protège, elle m'entoure. Et c'est
c'est mon nid, c'est là où je me sens bien. Je ne crains que d'elle, en fait, quelque part. Si elle décide un jour de me montrer où j'ai fauté, elle sera capable de me punir. Mais les autres, ils ont beau essayer de me punir, ils n'y arriveront pas. Il n'y en a qu'une seule qui peut me punir. Elle est là.